si vous voulez. Euh, donc je vais partager avec vous mon écran. Alors je ne sais pas si vous voyez bien mon écran. C'est bon. D'accord. Alors on va parler en général à propos de cette formation développement full stack et Java Angular. Donc avant je me présente. Donc je m'appelle Emran Yazidi. J'ai 38 ans. Je travaille dans le développement informatique plusieurs années. J'ai commencé par PHP, Framework Symfony, Python, Java, etc. Actuellement, je travaille avec tout ce qui est Java, Spring Boot et aussi un peu de, de DevOps, si vous voulez, un peu de cloud. Alors, dans cette formation, Inch'Allah, on va apprendre ensemble comment créer une application web, que ce soit côté front-end ou bien côté back-end. Donc, côté back-end avec Spring Boot et son écosystème, et Angular côté front-end. Alors, c'est quoi les objectifs de cette formation? Donc, ça vous permet de maîtriser le développement back-end et front-end, implémenter des systèmes d'authentification avec JWT et Keycloak, automatiser les tests avec que ce soit les tests unitaires, les tests d'intégration avec JUnit, Mockito. Si on aura de temps, on peut voir aussi l'outil Karate pour les tests d'intégration. On peut voir l'outil Gmètre pour les tests de charge. On va déployer l'application et l'orchestrer avec Docker et Kubernetes. Donc, on va voir comment créer une image Docker et orchestrer les applications. Donc, je propose d'installer l'outil Rancher Desktop sur vos machines. Aussi, assurer la qualité et la sécurité des codes en utilisant l'outil SonarCube et aussi Dependency Track. Et enfin, on essaye de mettre en place un monitoring efficace en utilisant l'outil Grafana. Ok, alors les outils qu'on va voir, Inch'Allah, Spring Boot, JUnit pour les tests unitaires, Mockito, Jacoco pour la couverture du test, Angular, donc on va voir une partie d'Angular et on essaye de voir comment faire un micro front-end et l'internationalisation des applications pour que l'application soit avec plusieurs langages, avec plusieurs langues, pardon. Euh, on va voir l'outil de système de base de données PostgreSQL. Donc après Docker, Kubernetes, l'outil Git pour la gestion du versionning. Alors GitLab, le repository GitLab, le système de repository GitLab pour enregistrer nos codes sources et faire ce qu'on appelle les CI/CD, l'intégration continue et le développement continu. On va voir comment créer des pipelines qui automatisent l'intégration, qui check l'application, est-ce qu'elle est sécurisée ou non, est-ce qu'elle respecte les normes et est-ce qu'elle est sécurisée ou non.
puis déployer de manière automatique sur l'un de systèmes de déploiement. On va opter pour GCP, Google Cloud. Donc on va voir comment faire pour déployer une application sur GCP. Alors, l'outil Vault va utiliser cet outil pour stocker et centraliser les secrets, les mots de passe, les certificats. Donc, c'est un outil très important. Donc, on ne va pas mettre en dur les mots de passe dans notre code, alors que ce soit les mots de passe du système de base de données ou bien d'autres serveurs, à savoir Redis ou bien. Donc, tous les mots de passe, ils sont centralisés dans cet outil. Et on va les faire appeler directement via l'outil, via Spring Boot. Après, on va voir l'Equibase. Alors, c'est un système qui permet d'automatiser et versionner les bases de données, les migrations de bases de données. C'est un outil très connu. Alors, Redis pour la gestion de cache, Keycloak pour l'authentification et l'autorisation, Swagger pour la documentation des REST API. Alors Bruno ou bien Postman, ça dépend ce que vous préférez. Personnellement, je préfère utiliser Bruno pour faire des tests des endpoints. Gmeter pour les tests de charge. SonarCube pour le test de qualité de code statique. Dependency Track pour gestion des vulnérabilités des dépendances. Grafana pour le monitoring. Et Jira pour la gestion de projet. Donc, on va essayer de vous donner, de vous proposer de temps en temps de faire des petites tâches. Donc, je vais créer des tickets sur Jira, et je vais créer un projet sur GitLab. Donc, je vais vous ajouter sur Jira et sur GitLab. Et comme ça, on essaie de travailler ensemble. Alors, vous avez des questions? Alors, sinon, alors, oh oui, quelqu'un a une question? Hmm. C'est bon, d'accord. Alors, dans cette formation, on essaie d'être plus pratique. Donc, on ne va pas entrer beaucoup dans la théorie. Je commence avec une introduction rapide sur c'est quoi Spring pour les personnes qui n'ont jamais vu ça. Alors, Spring Boot, c'est quoi? Donc, on va essayer rapidement, d'accord? Alors, c'est un framework open source basé sur Java. Il permet de créer des applications web et services RESTful, d'autres types d'applications. Il fait partie de l'écosystème Spring. Il simplifie le processus de configuration, de déploiement des applications Spring et fournissant des configurations par défaut. Alors, il faut distinguer entre deux choses, entre Spring et Spring Boot. Donc, il y a une différence. On va voir c'est quoi la différence. Alors, nous, on va travailler avec Spring Boot. Pardon. Alors, quelles sont les caractéristiques principales? Alors, une configuration automatique, un serveur intégré, un démarrage rapide, une minimalisation de la configuration, les activateurs intégrés. Alors, les activateurs sont des outils de surveillance et de contrôle des applications. Pardon.
Alors, un packaging simplifié. Alors, possibilité de créer soit des fichiers jar ou WAR, un large écosystème compatible avec Spring Security, Spring Data, Spring Web, etc., ce qu'on appelle les starters. Et facilité de test, donc intégration facile, des tests unitaires et d'intégration avec des annotations. Alors, si vous voulez un tableau comparatif entre Spring et Spring Boot, donc pour Spring, alors la configuration elle est manuelle, donc c'est compliqué par rapport à Spring Boot qui est automatique, autoconfiguration. Euh, le démarrage, il est rapide. Pour Spring Boot, il est un peu long pour Spring parce qu'il nécessite la configuration. La complexité, donc Spring est un peu complexe par rapport à Spring Boot, c'est moins complexe. Et voilà le packaging, donc par défaut, le packaging de Spring c'est un fichier WAR et Spring Boot un fichier jar exécutable et autonome. Alors, Spring Boot, comme je disais tout à l'heure, il est basé sur les starters. Alors, qu'est-ce qu'un starter? Alors, c'est un ensemble de dépendances préconfigurées qui permet d'ajouter facilement des fonctionnalités spécifiques à une application. Donc, au lieu de configurer manuellement toutes les dépendances, alors propose des starters. Donc, on va travailler beaucoup avec les starters. Alors, parmi les starters, il y a Spring Boot Starter Web, il y a Spring Boot Starter Data GPA, Spring Boot Starter Sécurité, etc. Donc, il y en a beaucoup de starters. Alors, pour le Starter Web, par exemple, il permet de créer une application web avec des fonctionnalités comme les contrôleurs RESTful. En même temps, ajoute des dépendances pour Spring Web Tomcat par défaut. Serveur intégré Tomcat. Alors, exemple d'utilisation d'un starter. Donc, avec Spring Boot, soit on crée des projets en utilisant Gradle ou Maven. Donc, ce sont des outils de gestion des dépendances et de build, de tests, etc. Donc, par exemple, si on travaille avec Maven, celui qui est très populaire, alors voilà, voici un exemple. C'est un fichier XML qui commence par dependency, le group ID et l'artifact ID. Donc, on ajoute ça dans un fichier qui s'appelle pom.xml. On va voir ça en détail. Voilà. Alors, dans cette formation, on va essayer de commencer par ce diagramme de classe. On peut le modifier après. Donc, dans ce diagramme, on a quatre entités, le client, la commande, les produits et les catégories. Donc, le client, il passe 0 plusieurs commandes. Commande concerne plusieurs produits et un produit fait partie d'une catégorie. Catégorie peut avoir plusieurs produits et le produit peut être dans 0 ou plusieurs commandes. C'est clair? C'est clair jusqu'à là. Alors, maintenant, oui, est-ce que quelqu'un veut... D'accord. Alors, pour les outils que vous devrez installer. Alors, il y a un ensemble d'outils. La première, c'est l'outil IntelliJ. Alors, vous devez installer IntelliJ. C'est un éditeur Java très puissant. Cancel. Alors, pour IntelliJ, il y a deux versions.
Il y a la version euh, Ultimate et la version Community. Download. Alors, il y a Ultimate et il y a Community. Alors, Ultimate, c'est une version, si vous voulez, professionnelle avec 30 jours. C'est un frais. C'est un trial avec 30 jours. Donc, si vous voulez l'acheter. Sinon, vous pouvez utiliser seulement IntelliJ Community Edition. Alors, moi, j'utilise celui-là. Donc, vous pouvez l'installer. Ou bien ça, je suis pas sûr, les personnes qui ont un email académique, ils peuvent utiliser IntelliJ Ultimate. Après, il faut installer Bruno. Alors, Bruno, c'est un outil comme Postman qui permet de tester les endpoints. Moi, je préfère Bruno, comparaison avec Postman. C'est quoi ça? Non, ça c'est Postman. Voilà, c'est celui-là, Bruno. Alors, l'entreprise où je travaille recommande aussi Bruno. Il dit qu'il est sécurisé par rapport à Postman, mais je ne sais pas. Donc, vous devrez l'installer. Alors, si vous voulez, je vais créer une petite liste ici que je vais la communiquer. Alors, on a dit IntelliJ et TE, Bruno. Aussi installer Rancher Desktop. Alors, Rancher Desktop, c'est un outil qui gère les images Docker et, et- et l'orchestrateur Kubernetes. Donc, très puissant. C'est un outil très puissant que je recommande de l'installer. Rancher Desktop. Il faut installer Git. pgadmin pour PostgreSQL. pgadmin. Non. Quoi d'autre? Quoi d'autre? Alors, essayez d'installer ça. C'est important. Outil à installer. Et compte à créer. Essayez de créer des comptes sur GitLab et sur Jira. Partagez avec vous ça dans le chat. Si on a besoin de d'autres outils, je vais vous dire. D'accord. Alors, maintenant, on va commencer un projet Spring Boot. Donc, pour faire, si vous avez l'outil IntelliJ et IntelliJ
Euh, Ultimate, vous pouvez créer directement en utilisant cet outil. Si vous utilisez seulement Community, vous devez passer par un site qui s'appelle, donc vous mettez Spring Boot Initializer, vous cliquez et vous créez votre projet. Alors, vous choisissez le gestionnaire de dépendance, que ce soit Gradle avec Groovy ou bien Kotlin, ou bien Maven. Alors, aujourd'hui, on va utiliser Maven, mais après, je vais vous montrer comment créer un projet en utilisant Gradle. On va faire pendant une séance un, un exemple, un exemple simple, comment créer un projet Gradle et c'est quoi la différence. Le langage, vous choisissez Java et vous choisissez la version par défaut ici 3.4.4. Vous mettez un, euh, un groupe pour les metadata, par exemple net.yazidi. On va nommer l'application par exemple My Business. Oui, oui, Gmgami. Oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Alors moi, je vais mettre le projet sur GitLab et je vais vous ajouter sur le même projet. Donc, vous serez capable de récupérer autant que vous voulez. Non, 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 vous créez pas le projet, vous créez seulement les comptes. Après, moi, je vais créer le projet sur GitLab et je vais le partager avec vous. Ça marche? Non, je suis en train de créer le projet sur Spring Initializer, pas sur GitLab. Je suis en train de générer le projet. Après, je vais le mettre sur GitLab. D'accord? Alors, je choisis le nom My Business, le packaging jar, puis on va laisser par exemple la version 21. On va ajouter quelques dépendances. Mais Gami, vous pouvez faire ça. Vous pouvez faire ça pour tester. Donc, vous essayez de créer des projets si vous n'avez si vous n'êtes jamais, si vous n'avez jamais créé des projets Spring Boot. Donc, vous pouvez tester avec ce site. Mais le projet sur lequel on va travailler ensemble, c'est celui qu'on va mettre sur GitLab. Ok. Alors, pour les dépendances, donc il y a plusieurs dépendances, comme vous voyez. Alors nous, on va choisir Web parce qu'on va créer une application RESTful. Donc Web, c'est une dépendance obligatoire. Puis GPA pour communiquer avec la base de données. On va choisir H2. Donc c'est une base de données light pour faire les tests. Après, on- on travaille avec PostgreSQL. Pour le moment, on va tester seulement avec H2. Et aussi un outil très important qui s'appelle Longbook. C'est un outil qui permet de faciliter la programmation
Il génère les constructeurs par défaut, il génère les setters, les getters, etc. Donc, c'est un outil qui nous aide beaucoup à programmer d'une manière rapide. Après, je génère le fichier, je génère le projet. Il est ici. Alors, je vais le mettre sur le bureau. C'est un fichier zippé. Alors, je l'extrais. Très bien. Et je l'ouvre avec IntelliJ. Donc, il est où? Il est sur le bureau. My business. Voilà. Alors, comme vous voyez ici, c'est la structure d'un projet Spring, d'un projet Spring Boot. Donc, vous voyez, on a un dossier SRC contient deux dossiers. Le dossier main, c'est où on va mettre nos codes sources et le dossier test, c'est où on va mettre nos tests unitaires et tests d'intégration. Aussi, il y a un fichier pom.xml, donc pour les projets euh, Maven. Vous allez voir un fichier pom.xml pour les projets Gradle. Au lieu de pom.xml, vous allez voir build.gradle. Alors, si on ouvre ce fichier, c'est un fichier XML, contient les données, les dépendances, les métadonnées. Donc, on voit ici l'artefact, le nom de projet, la version, la description, la version de Spring Boot 3.4.4, la version de Java qu'on a choisi et les starters. Alors, voici les starters qu'on a ajoutés. Donc, sont les dépendances. Alors, le le Data GPA, starter web, la base de données H2, l'embook et les tests. Alors, on va essayer d'être plus pratique. Donc, on va commencer par créer une architecture claire. Donc, on va créer trois couches. La couche, on va commencer par la couche Entity. C'est la couche qui contient les classes des entités, les classes qui seront converties en table dans la base de données. La couche repository, euh, pardon, j'ai créé une classe au lieu de couche. Je supprime new package repository. Une couche service et une couche contrôleur. Alors, la couche contrôleur qui contient les contrôleurs, c'est-à-dire c'est l'entrée de l'application, contient les classes avec les méthodes, dont chaque méthode correspond à un endpoint. Alors, la couche contrôleur,
Son rôle principal, c'est de gérer les requêtes et les réponses. Elle communique directement avec service. Service, c'est la couche qui fait la logique de l'application. Donc, tout traitement, on le met sur service. C'est le traitement business. Et service communique avec repository. C'est la couche qui communique directement avec la base de données et applique des opérations d'insertion, modification, affichage, filtre, etc. Et repository utilise les entités qui existent dans la couche entities. Donc, on va commencer par, par la classe produit. Alors, on a la classe produit avec les attributs ID, le nom et le prix et catégorie. Donc, on va commencer par l'ID, le nom, le prix. Catégorie, on va le laisser pour le moment. Alors, je vais créer une classe produit, comme ça. Alors, pour dire à Spring Boot que cette classe, c'est une entité, il faut ajouter la notation entité, comme ça. Je pense que quelqu'un va nous rejoindre. OK. Alors, oui. Alors, la séance, je suis en train de l'enregistrer, d'accord? Une fois terminée, je vais la partager avec vous, d'accord? Avec plaisir. Alors, on commence par la création des attributs. Alors, on commence par l'ID, langue, avec le nom, quoi d'autre? Je pense le prix. Private, table, prix. Private. Alors, on a besoin des constructeurs et de getter, etc. Par contre, comme je disais tout à l'heure, on a ajouté la dépendance Lombok. Donc, on va pas mettre ça manuellement. Il faut, il suffit d'ajouter la notation getter, comme ça. Getter, setter et constructeur son paramètre. Un constructeur avec les paramètres. Voilà, on peut ajouter aussi la notation builder qui permet de créer les objets en utilisant le design pattern builder. C'est plus propre. Alors voilà, c'est tout. Alors maintenant, on passe au repository. Donc on crée une classe produit repository. Comme ça. Pardon, c'est une interface, pas une classe. Alors, cette interface, elle extend une interface GPA repository. C'est une interface générique qui prend en paramètre
le type, le, notre classe produit et le type de ID. Donc, pour l'ID, on a créé le type langue, on a choisi le type langue, donc c'est celui qu'on met ici. Alors, c'est tout. Alors, il y a GPA Repository, il y a aussi une autre interface qui s'appelle CRUD Repository, mais je vous recommande d'utiliser GPA parce que GPA elle-même, elle hérite de l'interface CRUD Repository et en plus des opérations de CRUD, c'est-à-dire create, update, delete et find by ID, find all, etc., elle ajoute la pagination. Donc, elle gère la pagination de manière automatique. Alors, pour dire à Spring Boot que cette interface est un repository, on doit ajouter ici la notation repository. Donc, ça, c'est tout. Donc, vous voyez, on crée create, delete, c'est Spring Boot qui va se charger de faire. Il suffit de lui donner la classe, l'entité et le type de ID et lui, il génère toutes les opérations qu'on va utiliser pour communiquer avec le système de base de données. Alors, passons maintenant au service. Donc, on va créer une classe produit service. On ajoute la notation service. D'accord. On va la laisser comme ça, on va revenir après. On crée maintenant une classe contrôleur produit contrôleur. C'est mieux de respecter cette architecture. Alors, comme vous constatez, on travaille beaucoup avec les annotations dans Spring Boot. Donc ici, reste contrôleur. Ajoute la notation reste contrôleur. Très bien. Alors, on va créer la première méthode qui permet d'afficher les produits. Alors, commençons. On crée une méthode public. Donc, elle va retourner une liste de produits. Donc, on va faire comme ça, liste produits. Get produit, par exemple. Import class. Alors, comme je disais tout à l'heure, donc le contrôleur, il communique directement avec la couche supérieure du contrôleur, c'est la couche service. Donc, on aura besoin d'un objet de type service qu'on va injecter ici. Donc, private, on ajoute private produit service. Et on fait retourne this produit service point. Je dis au service, donne-moi la liste des produits. Donc, get all par exemple. Alors, get all, il n'est pas encore créé dans service. Donc, soit je l'écris ici manuellement, ou bien je profite
des outils intelligents qui font ça automatiquement. Donc, je passe la souris et je clique sur Create méthode comme ça et je retourne la liste des produits. Alors, produit service, il communique avec quoi? Avec la couche supérieure, c'est la couche repository. Donc, je dois ajouter un objet repository, donc produit repository, comme ça, 10. Produit repository, point, et regardez la liste des méthodes qui existent dans cette interface. Donc, find all, save and flash, save all, etc. Donc, nous, on a besoin de find all pour récupérer tous les produits. Tous les produits. Alors, mais ça ne va pas marcher parce que les objets normalement qu'on a créés, que ce soit produit repository ou bien produit service, il faut les instancier, mais Spring Boot nous demande de ne pas faire ça manuellement, mais grâce à la notation auto-wired, ça veut dire injection automatique, c'est lui qui s'occupe de l'instanciation et l'initialisation de ce produit, de cet objet. Donc il suffit de mettre auto-wired et la même chose pour le service auto-wired. Alors je pense qu'on a terminé. On va passer pour le test. Mais avant, il faut mentionner, il faut indiquer quel endpoint on va utiliser à l'extérieur de l'application pour accéder à la méthode getProduit. Donc pour faire ça, il y a une annotation qui s'appelle getMapping. Alors getMapping, puis le endpoint, par exemple, slash produit, comme ça. Alors pour respecter le RESTful, le standard RESTful, alors tout ce qui est récupération des données, on utilise la méthode get. Pour insérer des données, on utilise la méthode post, donc avec post mapping. Pour supprimer, on utilise la méthode delete. Pour modifier, la méthode put. Pour modifier seulement une partie, donc il y a la méthode patch. Donc on va utiliser la méthode, la notation patch mapping, etc., etc. Donc nous, dans cet exemple, on va récupérer la liste des produits. Très bien. Alors maintenant, pour démarrer l'application, il faut aller dans la classe main, fichier de base, et on clique sur démarre. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a raté quelque chose. Ok, team with. Produit has no identifier entité. Alors, on a oublié l'ID pour l'entité. On n'a pas oublié l'ID, mais on a oublié d'indiquer à Spring Boot ou bien à Hibernate parce que
Spring Boot, il utilise Hibernate. C'est une librairie c'est celle qui gère les entités côté base de données. Donc, on a oublié d'ajouter l'ID. Il faut ajouter la notation ID et aussi comment on va insérer les données de cet ID, de cet ID côté base de données. Donc, generated value, stratégie, generate, on va choisir identity. Donc, on a soit identity, soit sequence, soit UUID. Donc, identity, ça permet d'insérer les ID d'une manière incrémentale. Ça veut dire la première fois 1, la deuxième fois 2, 3, etc. Le UUID, elle génère un code hexadécimal. Séquence, surtout pour les bases de données qui utilisent les séquences comme Oracle, PostgreSQL, etc. Donc, cette fois-ci, on va choisir seulement Identity et on lance l'application. Alors, comme vous voyez, j'ai rien fait, aucune configuration et ça a bien marché parce que Spring Boot, il fait ça automatiquement. Comme vous voyez ici, il a configuré le serveur sur le port 8080. Donc, started in 7 seconds. Donc, c'est bien, il n'y a pas de problème. L'application, elle marche bien. Et pour la tester, on va utiliser Bruno. On va créer une collection. Donc, comme nom, My Business. Je vais la mettre avec notre projet. Create. Puis j'écris une requête get product. Donne-moi la liste des produits. Donc l'URL, la méthode get, parce qu'on a utilisé get mapping. Donc http localhost et le port par défaut c'est 8080 et l'endpoint qu'on a choisi dans contrôleur, donc c'est slash produit. Alors, je fais comme ça, slash produit. Clique sur create, je reviens vers choisir développeur mode, je reviens vers mon endpoint et je lance. Alors, qu'est-ce qui se passe? Le port, oui, tout à fait, merci beaucoup. Normalement, il devrait nous envoyer un tableau vide. Voilà, donc ça marche très bien. C'est bon? Alors, on va prendre une pause de 5 minutes, d'accord? Parce qu'il nous reste seulement 5 minutes pour la fin de cette session. Et on recommence, Inch'Allah, à 11 heures avec le deuxième lien. Parce que Google Meet, après, euh, il nous donne seulement 1 heure pour les comptes qui ne sont pas premium. Ok, alors merci et à bientôt.